Bonjour à tous, chers téléspectateurs de TV Liberté, et bienvenue dans ce numéro 482 d'Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Lucas. Aujourd'hui, dans l'image de la semaine, nous reviendrons sur le traitement médiatique de l'annonce de la loi sur la fin de vie par Emmanuel Macron. Le dossier du jour, quant à lui, sera consacré à ce qu'on vous cache sur les lois liberticides de censure qui sont en train d'être votées en ce moment même en France et par l'Union européenne. Nous n'oublierons pas les habituels pastilles de l'info. Le portrait piquant du jour fait par l'Ogime de Claude Cholet sera consacré à Tristan Mendes France. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos proches, de commenter, on lit vos commentaires. Soutenez l'information alternative de qualité qui vous est proposée par TV Liberté. Immédiat numéro 482, c'est parti. La météo de l'info, c'est un coin de ciel bleu dans un horizon sombre. Avortement, guerre, euthanasie. C'est le quotidien que nous imposent des médias à la remorque du calendrier macroniste. Il y a la censure aussi, celle que voulaient promouvoir les inquisiteurs de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur CNews. Face à eux, Bolloré a fait face de façon lumineuse, plus qu'une leçon de liberté, une leçon de vie. Une vision de ciel bleu. L'image de la semaine, c'est cette annonce faite par Emmanuel Macron de la loi sur la fin de vie. Alors, c'est une annonce qui a fait l'objet d'un point de vue, on va dire, partagé par les médias quand même, comme on le voit dans ces titres d'articles. Il y a quand même des oppositions à ce projet de loi, notamment de certaines organisations de soignants qui se disent consternés par la proposition de Macron, comme le rapporte le journal du dimanche. Ce débat sur l'euthanasie intervient après la Convention citoyenne sur l'aide active à mourir. Sur ce sujet, un sondage IFOP de avril 2023 pour le JDD montrait un peu toute l'ambivalence des Français sur ce thème. 70% sont favorables à la proposition de la Convention citoyenne de promouvoir l'aide active à mourir, mais seulement 36% envisagent de recourir à l'euthanasie pour eux-mêmes. Alors Jean-Yves, on peut se dire que le projet de loi porté par Emmanuel Macron est quand même en adéquation avec une certaine attente de l'opinion exprimée à l'issue de la Convention citoyenne. Alors, la Convention citoyenne, qu'est-ce que c'est ? On en avait déjà parlé d'ailleurs sur les médias. C'est une opération de propagande auprès de l'opinion. D'abord, on sélectionne les gens qu'on invite dans cette convention de manière pas tout à fait aléatoire. Et surtout, c'est le plus important, c'est qu'on fait animer cette convention citoyenne par des gens qui sont engagés, qui sont militants en faveur des solutions d'euthanasie active. Donc on fabrique l'opinion de la Convention citoyenne et ensuite on relaie auprès de l'opinion générale ce qu'on présente comme l'opinion de la Convention citoyenne. Ce sont des poupées russes, si je puis me permettre, de la propagande macronienne. Et ensuite, une fois que on a bien fait passer la propagande, on fait un petit sondage qui dit, voyez, les gens sont d'accord avec nous, c'est-à-dire on trouve comme résultat ce qu'on voulait mettre, ce qu'on voulait obtenir comme résultat. Donc, faut pas être dupe. Les sondages, ça reflète l'état de l'opinion sur les sujets que l'opinion connaît ou sur les sujets pour lesquels on a fabriqué une opinion préétablie. Ce projet de loi sur l'euthanasie interroge quand même la société dans laquelle nous nous trouvons. Quel programme pour le peuple français ? Pour les jeunes hommes, la guerre en Ukraine. Pour les femmes, l'avortement. Et pour les personnes âgées, l'euthanasie. Oui, vous oubliez aussi parmi les propositions la vasectomie qui commence à faire l'objet de propagande sur un certain nombre de médias au nom de la défense de la planète. On se stérilise et comme on est progressiste, on stérilise l'homme au lieu de stériliser la femme, mais la démarche est bien la même. La journaliste de CNews, Christine Kelly, commente « IVG, aide active à mourir, guerre, la mort en une de l'actualité. Quand fera-t-on une place à la vie ?» Jean-Yves, Macron serait-il un archange de la mort
ou encore le croque-mort de la République, comme l'écrit le Salon belge. Les médias relèvent peu ces éléments, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait du fond de l'état de notre société ? Je crois que Macron est sans doute en partie en adéquation avec une société qui s'interroge sur elle-même, une société qu'on culpabilise en permanence, une société dont on promeut aussi quand même la disparition. Et de ce point de vue-là, Macron procède à une aide active à mourir de la société européenne, de la société française. Oui, c'est l'ange de la mort, je crois, oui. On pourrait aussi avoir l'impression d'une suite d'opérations, un peu de diversion médiatique, à l'approche des élections du 9 juin européennes. L'Ukraine, la fin de vie, le choix des dates ne semble pas anodin. Alors, la diversion est la base de la manipulation politique, puisque, en général, on gagne ou on perd une campagne électorale en fonction du thème qu'on impose. Et donc, par exemple, lors de l'élection présidentielle précédente, Éric Zemmour voulait imposer le thème de l'immigration et à la fin, on y a substitué le thème du pouvoir d'achat puis le thème de la guerre en Ukraine. Là, on retrouve le thème de la guerre en Ukraine qui revient. On peut d'ailleurs se poser la question de savoir si Macron n'instrumentalise pas des propos guerriers et donc des propos dangereux, sinon irresponsables, à des fins purement électorales. En tout cas, s'agissant de l'aide active à mourir, il n'y a pas de doute, parce que c'est effectivement une loi morbide, une loi quand même de déconstruction et de destruction. Ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, c'est le choix de la date. Quand on la programme pour le mois d'avril, c'est-à-dire juste avant avril-mai, juste avant l'élection, mai plus exactement, mai, quand on la programme pour avril-mai, juste avant l'élection européenne, c'est évidemment qu'on est dans une opération de diversion. Voilà. Et cette diversion s'inscrit dans le cadre d'une accentuation des lois de censure des opinions dissidentes. En effet, nous allons voir, les opinions non conformes sont combattues au niveau français et européen. C'est l'objet de notre dossier du jour. Dossier du jour, les lois liberticides au niveau français et au niveau européen. Au niveau français d'abord, le contexte, l'ASLA, l'association de soutien aux lanceurs d'alerte, selon son site qui défend tous ceux qui, engagés publiquement ou pacifiquement pour leurs idées, subissent les foudres d'une répression politique. Eh bien, selon Livre Noir, plusieurs collaborateurs de l'association ont été placés en garde à vue ce mardi. Des perquisitions ont eu lieu à 6h dans toute la France. C'était le 12 mars. Jean-Yves, qu'est-ce que l'ASLA et que peut-on dire sur ces perquisitions ? Alors l'ASLA, c'est l'association de soutien aux lanceurs d'alerte qui vise à apporter un soutien judiciaire à un certain nombre de militants qui ont pu prendre position, par exemple, contre l'immigration, et y compris un certain nombre de militants identitaires, mais pas uniquement. C'est-à-dire, ils soutiennent tous ceux qui sont persécutés par des interdictions du pouvoir politique. Alors, il y a eu effectivement, avant-hier, des perquisitions, des mères de famille ou des pères de famille ont été enlevés à leur domicile par la police devant leurs enfants. Voilà, c'est ça la réalité. En France, pour des raisons politiques. Alors moi, je vais citer Churchill. Churchill expliquait, quand on entend frapper à la porte à 8h du matin, à 6h du matin, et que c'est le laitier, on sait qu'on est en démocratie. Et quand c'est pas le laitier, mais la police politique, on n'est pas en démocratie. Et je crois qu'il faut bien comprendre, c'est difficile parce que beaucoup de gens ont du mal à le croire, on est en train de dériver dans un régime de plus en plus totalitaire. Quand on arrête, pour des raisons politiques, à 6h du matin, devant leurs enfants, des militants qu'on perquisitionne, qu'on vole les ordinateurs et tout, oui, on est dans un système de persécution politique. On n'est plus en démocratie. C'est pas moi qui le dis, c'est Churchill. Alors, la justification serait quand même une reconstitution de ligue dissoute par rapport à Génération Identitaire. Qu'en est-il selon vous ? Alors, écoutez, là, j'ai pas d'éléments juridiques. Là, je pense que ce sont les avocats. C'est effectivement le prétexte qui a utilisé. Mais est-ce que ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez été dissous, ou une association à laquelle vous appartenez a été dissoute, vous n'avez plus le droit de rien faire, c'est quand même un vrai problème. J'ajoute que M. Darmanin a justifié cette action en disant que les identitaires avaient été dissous
de Génération Identitaire avait été dissous parce que c'était un groupe qui pratiquait des violences. C'est un mensonge. Monsieur Darmanin est habitué des mensonges. Les identitaires, Génération Identitaire, n'ont jamais été condamnés pour des actes de violence. Bien sûr. Ils ont été dissous d'ailleurs, non pas pour ça, mais en raison des idées qu'ils défendaient et qui étaient considérées comme des idées mal pensantes, dites de haine, suivant le vocabulaire politiquement correct, mais absolument pas pour des violences. Donc M. Darmanin a justifié ces gardes à vue, ces descentes de police matinales sur un mensonge. Encore une darmarinade. Encore une darmarinade. Oui, mais darmarinade, c'est presque trop gentil. En tous les cas, ces moyens de censure, c'est d'abord la loi Lefebvre qu'on vous prépare. Alors, il y a eu un quasi-silence des médias à ce sujet. Vous n'en avez vous-même probablement pas entendu parler. Mais ce qu'on nous prépare, en fait, c'est pire que 1984. Les propos non publics, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quasiment les propos privés, seront bientôt sanctionnés. Big Brother is watching you. On a quelques articles qui en parlent, comme le JDD ou LCP, mais c'est relativement passé sous les radars. L'Assemblée nationale a adopté en première lecture ce mercredi 6 mars une proposition de loi visant à renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste, antisémite ou discriminatoire. Le débat de ce texte, présenté par le député Renaissance, s'est déroulé dans une ambiance très tendue. Alors le texte, il veut condamner les injures jugées racistes faites dans un cadre non public, c'est-à-dire un cadre privé, et de délivrer une amende. Alors le député Renaissance se justifie, par exemple, commise en entreprise, dans le service public ou sur un groupe WhatsApp. Explique l'élu au Figaro. Alors, le texte correctionnalise aussi la contestation de l'apologie non publique de crimes contre l'humanité avec des circonstances aggravantes lorsque la personne est issue de l'autorité publique. Le RN s'est abstenu de voter pour ou contre cette loi et pour le moment, le texte doit être examiné au Sénat. Mais Jean-Yves, on a quand même du mal à le croire. Est-ce que c'est vraiment les propos privés qui vont être sanctionnés ? Alors d'abord, deux choses. Les propos, c'est extrêmement large, parce que c'est les propos, vous avez dit racisme, antisémitisme, c'est antidiscriminatoire, et antidiscriminatoire, ça concerne énormément de sujets. Ça concerne, par exemple, les propos jugés homophobes, tenus en raison de l'orientation sexuelle réelle ou supposée. Ça concerne des propos réputés transphobes. Ça concerne des propos réputés handiphobes. Mais ça, on n'en parle pas forcément dans les médias. On n'en parle pas dans les médias, parce qu'on dit racisme, antisémitisme, donc on dit c'est très mal, il faut... Mais c'est beaucoup plus large que ça. D'accord. Il y a 25 incriminations. Il n'y a pas encore la chomophobie, ce que personnellement je déplore, mais ça va venir, figurez-vous, parce qu'il y a une proposition de loi qui, elle, n'a pas encore été votée, contre les discriminations capillaires pour protéger les rastas qui seraient victimes de discrimination. Je ne blague pas, c'est sérieux, c'est dans les tuyaux, c'est pas encore voté. Donc, cette loi, elle va couvrir tous les propos, y compris la blague, la blagounette. Alors, dans quel cadre ? C'est les propos non publics. Là, alors, les propos non publics, c'est effectivement les propos qui peuvent être tenus sur des boucles WhatsApp, par exemple, ou Telegram privés. C'est les propos qui peuvent être tenus au restaurant d'entreprise, au restaurant d'administration, au bar. Alors, Monsieur Lefebvre dit non, mais Monsieur Lefebvre dit ça ne touche pas les propos dans le cadre familial. Oui et non, puisque un banquet de famille, par exemple, ou un dîner de famille, ou un déjeuner de famille qui se tient au restaurant, le lieu est public et donc c'est couvert. Voilà. C'est un lieu où il y a une communauté d'intérêt, il explique. Oui, Voilà, la communauté d'intérêt, il y a beaucoup de... un dîner de famille, il y a beaucoup d'endroits potentiels. C'est une communauté d'intérêt. C'est vrai. Voilà. Donc il essaye de dire... Alors moi, j'ai demandé d'ailleurs à M. Lefebvre de nous donner la liste des pays où ça a lieu. J'en connais 2, mais il y en a d'autres, bien sûr. Il y a la Corée du Nord et la Belgique, voilà. Un exemple. Et voilà, oui, d'ailleurs, ça serait intéressant d'avoir la liste des pays, vraiment. D'ailleurs, la Belgique, il s'est passé quelque chose récemment. Cette semaine, un député du Vlaams-Belang a été condamné à 1 an de prison ferme et déchu de ses droits civiques pour 10 ans pour avoir posté des messages jugés racistes, encore une fois, dans un groupe de messagerie privé. Alors Jean-Yves, de quoi l'abolition en fait du privé et du public est-elle le nom ? Totalitarisme. La base des libertés, c'est la séparation entre le domaine du public et le domaine du privé. Et on aboutit progressivement, actuellement, à une dissolution du public et du privé. D'ailleurs, vous voyez, c'est pas indifférent de voir la multiplication des lois
qui touchent à la vie, qui touchent à l'intime. Quand on légifère de plus en plus souvent sur la mort, on rentre aussi dans le domaine privé. C'est aussi un effacement de la séparation du domaine public et du domaine privé. Là, avec cette loi, les propos qu'on va tenir devant 3-4 personnes, il faudra faire attention. Alors, la preuve, comment on va apporter la preuve ? On va apporter la preuve par les témoignages, on va apporter la preuve par les traces écrites si c'est les réseaux. On peut aussi apporter la preuve par des enregistrements. C'est-à-dire que vous parlez, quelqu'un vous enregistre, par exemple un rival dans une entreprise, vous parlez, il vous enregistre, il vous dénonce, et vous êtes liquidé. Belle société, hein. Oui, belle société. Ça promet. Oui. Monsieur Boccoté a d'ailleurs parlé de ce sujet sur CNews. Écoutez. Pénalisation, l'abolition du domaine privé, les propos dits haineux qui sont considérés en privé peuvent être désormais objets de poursuite. Eh bien, on n'a plus besoin de parler de l'Écosse pour ça. On peut tout simplement parler de la France. Donc, c'est une proposition qui a été adoptée en première lecture. Et ce n'est pas un détail ici, parce que l'opposition n'était pas au rendez-vous. Et Jean-Yves, on voudrait dès lors étendre en fait la surveillance étatique avec des délateurs. Monsieur Boccoté parle de l'institutionnalisation de la délation. Alors, dans la France de Macron, est-ce qu'un bon citoyen, c'est un délateur ? Bah oui, je le pense. C'est pas très nouveau d'ailleurs. Vous savez, sous la Première République, à l'époque de la Convention robespierriste, il y avait sur les assignats, les billets, les billets, il y avait la République récompense les dénonciateurs. Donc vous voyez, ça vient de loin. La République récompense les dénonciateurs. On l'a vu plus récemment pendant le Covid aussi. Je crois qu'on l'a vu pendant le Covid. La délation, c'est la valeur qui monte actuellement dans la société et dans l'extrême centre. Pour l'extrême centre, la délation, c'est la valeur montante. Alors, il y a un deuxième point dans cette loi qu'il ne faut pas négliger, c'est aussi la possibilité de délivrer des mandats d'arrêt internationaux pour des délits d'opinion. Le député Renaissance Lefebvre, qui voulait imposer les drapeaux de l'Union européenne devant les mairies, à l'initiative de cette loi, déclare au JDD « Un climat de complotisme et de désinformation offre un terrain propice aux prédicateurs de haine, qui sont leur fonds de commerce. Un fait qui m'a frappé est l'incapacité d'incarcérer Alain Soral, au moment de sa condamnation, simplement parce qu'il se trouvait à l'étranger. En sorte que le premier article du texte permettrait donc à un tribunal d'émettre un mandat d'arrêt ou de dépôt contre quiconque se rendrait coupable d'une infraction grave jugée à caractère antisémite, raciste ou haineuse. Jean-Yves, on constate une inflation législative en matière de lutte contre la haine. C'est pas trop ce que c'est. Loi Pleven, loi Guesso, loi Avia. Que peut-on dire sur cette fuite en avant répressive sur ce thème ? Alors, si vous voulez, là, ce qui est très important, alors on prend un cas particulier qui est celui d'Alain Soral. Une fois qu'on a traité le cas particulier, c'est étendu à tout le monde, à toutes les personnes qui sont susceptibles d'être visées par ce type de loi. Le délit d'opinion. Le délit d'opinion a été supprimé en France en 1881 par la grande loi sur la liberté de la presse. Le 19e siècle, c'est l'évolution vers la liberté de la presse. Le couronnement, c'est la loi de 1881 qui supprime le délit d'opinion. Le délit d'opinion a été rétabli en 1972 par la loi Pleven, puis étendu ensuite par d'autres lois, comme vous venez de le dire. Mais le délit d'opinion était rétabli dans le cadre de la loi sur la presse. Et donc, apportant la loi sur la presse qui traite par exemple de la diffamation. Apportant un certain nombre de garanties procédurales, de garanties en termes de délai de prescription, 3 mois, et de garanties de non-mandat de dépôt avant une condamnation définitive. Voilà, et pas de garde à vue non plus. Eh bien, c'est ce que cette loi veut faire sauter. On sort le délit d'opinion supposé raciste, homophobe, transphobe, pas encore chauve-phobe, de la loi sur la presse pour pouvoir lancer des opérations de mise en détention préventive. C'est donc un recul considérable
des libertés publiques. Certains vous diraient que c'est pour la bonne cause. Mais bien sûr, c'est toujours pour le bien. Mais quand M. Kim Jong-un met un adversaire politique en prison, c'est pour la bonne cause. Si en Corée du Nord, vous défendez le programme du parti juge, qui est le parti au pouvoir, vous n'allez pas en prison en Corée du Nord. Si vous défendez en France le programme de l'extrême centre et de Renaissance, vous n'êtes pas poursuivi par les tribunaux. C'est exactement pareil. Exactement pareil. Deuxième volet de cette censure, c'est au niveau européen que ça se passe. Et oui, avec le Media Freedom Act qui a été voté ce mercredi 13 mars. Alors, le Media Freedom Act, c'est un moyen de censure dont on a déjà eu des exemples au niveau européen. Madame von der Leyen qui censurait Russia Today, on s'en rappelle. Et bien que le droit des médias soit avant tout normalement une compétence nationale, la Commission justifie son intervention par le traité de fonctionnement de l'Union européenne avec ce qu'on appelle le marché du fonctionnement intérieur. Bon, Jean-Yves, déjà on peut dire que cette justification de la Commission de légiférer sur les médias avec le prétexte du marché intérieur, et est-ce que le contrôle des médias, en fait, c'est vraiment du ressort de la compétence de l'Union européenne? Non, alors là, c'est très extensif. C'est-à-dire, parce que tout concerne le marché intérieur, en fait. C'est ça. On explique qu'il faut prendre des mesures pour mieux faire fonctionner le marché intérieur, et donc on peut intervenir absolument dans tous les domaines. Oui. On peut intervenir dans tous les domaines. C'est quand même un petit coup d'État. C'est un petit coup d'État de la Commission européenne. Voilà, oui, absolument. C'est pas la première illustration. On avait déjà eu le Digital Service Act, comme le rapporte le journal La Croix, entré en application en août 2023, qui oblige les plateformes à retirer les contenus illicites, y compris lorsque ceux-ci proviennent de médias. On a aussi un code des bonnes pratiques contre la désinformation, qui encourage les plateformes et réseaux sociaux à s'associer avec des médias pour garantir la qualité des contenus qui sont diffusés. Jean-Yves, alors comme si ça ne suffisait pas au niveau français, il semblerait que ce soit pas mieux au niveau européen. On a une censure qui s'accentue contre les idées non conformes. Absolument. Absolument. Il y a une espèce de définition. La vérité, c'est ce qui est conforme. C'est ce qui est conforme à la doxa. Ce qui n'est pas conforme à la doxa, c'est de la fake news, et donc il faut l'interdire parce qu'il faut défendre la vérité. La vérité, c'est pas ça. La vérité, elle se dégage par la confrontation d'opinions contraires. Disputation. Voilà. La disputation. Sans disputation, il n'y a pas de vérité, sauf des vérités religieuses. Et l'extrême centre est en train d'ériger son point de vue en vérité religieuse. C'est ça la réalité. En fait, ce projet de régulation des médias, c'est l'un des volets du plan d'action de la Commission pour la démocratie européenne. C'est une feuille de route qui vise à lutter contre la montée des extrémismes et le risque d'ingérence étrangère dans les scrutins électoraux. En tous les cas, l'objectif affiché du Media Freedom Act, c'est quoi? C'est 3 choses. D'abord, la lutte contre les ingérences étrangères, l'imposition du respect du pluralisme et troisièmement, la lutte contre la concentration des médias dans une seule main. Alors, quand on va dans l'analyse, qu'on essaye de bien comprendre les choses, concrètement, qui serait visé par ces dispositions? D'abord, l'accusation d'ingérence étrangère, ça vise plutôt RT ou Sputnik. Ça ne concerne pas les médias sous influence américaine, israélienne ou qatari. Alors, on peut citer CNN, Al Jazeera, Netflix, I24. il y en a plein d'autres. I24, il y en a plein d'autres. Bon, et d'un certain point de vue, moi je trouve très bien qu'on ait le point de vue israélien, qu'on ait le point de vue américain, qu'on ait le point de vue qatari. Bon, pourquoi pas? Oui, on a différents points de vue. Ça permet. Mais à ce moment-là, il faut aussi laisser le point de vue russe. Voilà. Alors, le Media Freedom Act s'inquiète aussi du respect du pluralisme. Là, il y a aussi question d'une 2 poids 2 mesures, puisque CNews est attaqué sur ce fondement. Mais qu'en est-il de Quotidien, qui fait des plateaux très variés avec M. Guillaume Meurice, Yann Barthès et Jean-Michel Apathy? Pas sûr que ce soit très pluraliste. Ou encore Quotidien, toujours eux, qui se targuent de ne jamais inviter ce qu'ils appellent l'extrême droite, comme s'en félicite Olivier Véran. Regardez. D'abord, je suis ici, je participe à une émission de télévision que je salue pour sa rigueur, parce que je crois que vous êtes la dernière émission de télévision à ne pas recevoir d'élus de l'extrême droite. Et bravo pour ça, parce que les digues, vous savez ce que c'est. Le Media Freedom Act, enfin, s'en prend aussi aux concentrations de médias dans une seule main. En 2021, le commissaire européen Thierry Breton déplorait, je cite, une forte concentration du capital des médias dans les mains d'une poignée de propriétaires. Là encore, c'est un peu un moyen de s'en prendre au même. Bolloré est souvent accusé de posséder trop de médias, mais on parle moins
de Patrick Drahi, qui détient entre autres BFM, I24, RMC et l'Express, ou encore Daniel Kretinsky, le milliardaire, propriétaire de beaucoup de médias en France, qui vient de commettre un article dans Le Figaro, où il se fait le défenseur du politiquement correct et le pourfendeur des idées non conformes, notamment du populisme. Alors, avec cette nouvelle... On pourrait citer aussi Bernard Arnault, le patron de LVMH, qui a des intérêts dans Le Parisien, dans Challenge et dans beaucoup de médias. Alors c'est vrai, en fait les médias français, c'est vrai, sont dirigés, on pourrait citer Bouygues aussi, TF1, ou d'autres, les filiales de TF1. C'est vrai que les médias français sont la propriété d'oligarques et de grands oligarques. Alors, il y a Bolloré, mais il y a tous les autres. Oui. Donc, le seul qui met un peu de diversité dans tout ça, c'est Bolloré, alors que tous les autres, ils roulent politiquement correct, plein phare. Avec cette nouvelle législation européenne, les grandes plateformes numériques devront aussi distinguer médias indépendants et dépendants. Ça, c'est une blague, ça. Lorsqu'elles auront l'intention de supprimer ou de restreindre l'accès à un contenu, elles devront mettre en demeure le média qui disposera de 24 heures ou moins s'il y a une crise. Et si la plateforme considère que le contenu n'est toujours pas conforme à ces conditions, elle pourra procéder à sa suppression ou à sa restriction. Ça s'appelle la censure. Oui. Ça s'appelle la censure. Mais pour la bonne cause. Oui, toujours. La censure, c'est toujours pour la bonne cause. C'est toujours pour la bonne cause, la censure. Alors, il y a la censure, il y avait beaucoup de censure. En fait, la France n'a connu des périodes de censure depuis 1881, grande loi sur la liberté de la presse, que pendant les périodes de guerre. Voilà. Et aujourd'hui, on est dans une période de guerre, puisque le gouvernement fait la guerre au peuple français. Nous avons vu dans ce dossier du jour l'accentuation de la répression des idées non conformes et des médias au niveau français, mais aussi européen. Mais les peuples ne se laissent pas toujours faire et résistent. Nous allons le voir dans les pastilles de l'info. C'est parti pour les pastilles de l'info. Première pastille, c'est le bon point mainstream. Les Irlandais font mentir les sondages lors d'un référendum sur la famille. Le 8 mars avait lieu un référendum en Irlande pour modifier la Constitution sur la définition en fait, de la famille traditionnelle et du rôle des femmes. BFM en parlait. Écoutez. À l'étranger encore, ce résultat étonnant d'un référendum en Irlande, étonnant parce que le oui était donné vainqueur et tous les principaux partis défendaient d'ailleurs le oui. Il était demandé aux électeurs s'ils étaient d'accord pour que dans la Constitution on élargisse la notion de famille au-delà des couples mariés. Ils ont dit non et puis il était proposé que soit supprimée la référence au rôle prioritaire des mères pour, je cite, assurer les devoirs domestiques au sein du foyer. Dans la Constitution, l'État. Exactement. Et bien figurez-vous que là aussi, le non l'a emporté. Bon, ce qui est intéressant, c'est que les médias en fait sous-estimaient ce vote conservateur. En effet, alors que les principaux partis estimaient que le yes et que les sondages qui avaient été faits plébiscitaient le yes, les Irlandais ont massivement rejeté ces propositions progressistes du gouvernement. Le non a atteint 67,6% et 73,9%. Alors Jean-Yves, pourquoi le vote conservateur est-il souvent sous-estimé ? Est-ce à cause de la pression sociale des médias ? Alors je pense que les gens ne répondent pas toujours sincèrement à un sondeur. Parce qu'effectivement, ils ont la pression sociale. C'est pas pour rien, vous savez que un des éléments fondamentaux de la vie démocratique, c'est l'isoloir. L'isoloir, c'est-à-dire que dans l'isoloir, on fait ce qu'on veut dans le secret de l'isoloir. Et le sondage, c'est l'inverse. Le sondage, on dit aux gens, bah alors vous pensez ci, vous pensez ça. Et les gens ont tendance à se méfier, à juste titre d'ailleurs, avec toutes les lois répressives qui sont mises en place, et donc ils ne répondent pas sincèrement. Voilà. Deuxième pastille d'info, ça décoiffe. Michel Onfray, le philosophe, parle des différences biologiques sur BFM TV. Écoutez. C'est arrivé de me trouver à côté de quelqu'un qui était métis dans un hôpital et où effectivement l'hématologue expliquait que du fait qu'il était métis, il y avait effectivement des problèmes qui n'étaient pas les mêmes qu'avec moi et que c'est des problèmes de prise de sang. Effectivement, les prises de sang sont pas les mêmes quand vous accouchez à l'hôpital et que vous êtes oui, c'est vrai que vous êtes d'origine africaine, on va vous faire d'autres prises de sang parce qu'effectivement il y a d'autres maladies. Ouais, mais on va refermer cette parenthèse là. Pardon Michel. Bon alors Jean-Yves, le journaliste reprend ce qu'on appelle la maîtrise de l'antenne et ferme cette parenthèse là. Jean-Yves, que peut-on dire sur cet extrait et la fameuse maîtrise de l'antenne ? Ce qu'on peut dire, c'est que les faits éclatent. Ils éclatent notamment par le côté médical que Onfray lance et que cette personne
relance de son côté, c'est-à-dire que si vous êtes blanc ou noir, on va pas forcément être exposé aux mêmes maladies et les mêmes traitements n'auront pas la même efficacité. Donc c'est l'intérêt de prendre en compte cette réalité. Et donc, au moment où ça apparaît en pleine lumière dans le débat, le journaliste est affolé et il referme, comme il dit, il referme la parenthèse parce que il ne faut surtout pas qu'on dise des réalités contraires à la doxa politiquement correcte. Il est là pour maîtriser l'antenne, pour empêcher la vérité d'émerger. Il fait ça très bien, d'ailleurs. Mais la maîtrise de l'antenne, c'est une règle du CSA, de l'ARCOM? C'est une règle du CSA, de l'ARCOM. C'est-à-dire que si des propos non convenables sont tenus, eh bien, l'animateur doit faire part d'une manière ou d'une autre qu'il n'est pas d'accord. On voit ça d'ailleurs, y compris sur Radio Courtoisie ou sur CNews, qui sont sous le contrôle de l'ARCOM, où l'animateur prend une distance vis-à-vis de réalités qu'il partage souvent, mais dont il doit se distinguer pour sauver en quelque sorte sa liberté d'émettre, quoi. Voilà. On est dans un système de censure. Et donc la censure débouche sur l'autocensure. Alors de temps en temps, il y a des infractions qui sont commises, comme celle-là, et le journaliste essaye de rattraper les choses. C'est assez drôle. Moi j'aime bien, je veux me la passer en boucle. Troisième pastille, c'est la cyberattaque contre la France. C'est un autre événement médiatique qui est important, parce que ce qui s'est passé, cette cyberattaque contre certains ministères et entreprises privées. Alors, cette attaque a été revendiquée par Anonymous Sudan, des hackers considérés comme pro-russes, comme le rapporte Le Parisien. Cette cyberattaque fait écho un peu à notre dernier média sur la guerre hybride. Elle s'inscrit dans un contexte de tension avec les Russes. Jean-Yves, est-ce que vous avez un commentaire à faire sur cette cyberattaque? Écoutez, les cyberattaques, c'est pas toujours facile de savoir qui est derrière. Là, l'hypothèse qui est avancée, c'est celle d'une cyberattaque russe, ce que je crois vraisemblable. Puisqu'effectivement, Macron a tenu des discours assez guerriers vis-à-vis de la Russie. Donc, oui, la Russie risque de réagir. Et de réagir de cette manière-là, c'est probablement, oui, le fait qu'il y ait des attaques russes sur les systèmes informatiques français, c'est assez probable, oui, c'est assez probable. Oui. Il y a eu une attaque encore là sur le Pôle emploi, je crois aussi. Ah oui? Ouais. On a l'ancien président Medvedev, en tout cas, qui s'en prend assez violemment à Emmanuel Macron, comme le rapportent ces unes de médias. Alors, le prédécesseur de Vladimir Poutine a eu des mots assez crus, qu'on vous laisse lire à l'écran. Et le RN a volé au secours, entre guillemets, du président de la République française. On a les réactions de Marine Le Pen et de Jordan Bardella qui défendent Emmanuel Macron. Alors, Jean-Yves, est-ce que vous avez un commentaire à faire sur ce soutien peut-être inattendu du RN envers le président de la République? Je crois qu'il est choquant que pas tout à fait un chef d'État, mais une personnalité politique étrangère importante tienne des propos effectivement outrageants vis-à-vis du président de la République. Et donc je comprends que ça puisse choquer, je comprends la réaction du RN au cas particulier. Ce qui me paraît quand même préoccupant, c'est que Macron puisse devenir quand même la risée du monde entier, pas seulement en Russie, mais aussi aux États-Unis, où sa vie privée commence à être étalée dans des grands médias. Tout ça est très très gênant, je crois, pour la France. Et derrière les propos effectivement outrageants de l'ancien président russe Medvedev, il y a quand même le problème Macron, quoi. Il faudrait pas que le problème des Français, c'est Macron. Le problème des Français, c'est pas Poutine, c'est pas Medvedev, c'est pas Trump, c'est Macron. On arrive déjà au terme de ce numéro 482 d'Immédiat. Merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine, Jean-Yves. N'oubliez pas de vous abonner, de vous réabonner à TV Liberté, de laisser un pouce en l'air, de commenter cette vidéo. On ne se quitte pas sans le portrait piquant du jour, fait par Claude Cholet, Tristan Mendès France, le descendant de Pierre Mendès France, le ministre du Front Populaire. Et Tristan Mendès France veut toucher les dissidents au portefeuille. C'est ce que nous allons découvrir dans ce portrait piquant du jour. Dans la famille Mendès France, je demande Tristan, petit-fils de Pierre Mendès France
et neveu de Frantz Fanon, Tristan Mendes France, alias TMF, pense marcher dans les pas du premier, héritier d'un costume trop grand pour lui. Énième observateur stipendié de l'extrême droite, TMF a occupé toutes les fonctions. Journaliste, blogueur, mini-universitaire, documentariste, sans jamais se départir de sa vocation. Chasser les pensées non conformes. À la tête d'une croisade acharnée contre les médias dissidents et le parti frontiste, il est un des importateurs du cancelling anglo-saxon, misant sur la couardise des marques et la solidarité de la société marchande. Né en 1970 à Bordeaux, il est marié à l'universitaire Célia Trigano, la petite-fille d'André Trigano. Titulaire d'une maîtrise de droit public, il obtient ensuite un DEA de sciences politiques et débute une thèse sur, je cite, « le juif comme vecteur d'épidémie », une thématique recyclée lors de son premier documentaire et qui fait écho à son histoire familiale. Tristan Mendes France est l'assistant parlementaire de Michel Dreyfus-Schmitt, sénateur du territoire de Belfort entre 1998 et 2008. Ce dernier est connu pour ses opinions progressistes, mais également pour avoir été président de la section française du Congrès juif mondial de 1982 à 1986 et membre du comité directeur du CRIF. Il poussera Michel Dreyfus à interpeller le ministre de l'Intérieur pour expulser la fraternité saint-pédiste de l'église Saint-Nicolas du Chardonnay. Il milite dans sa jeunesse à Ralfron, fortement noyauté par la Ligue communiste révolutionnaire. En 1997, il écrit au CSA afin que celui-ci prive d'antenne Radio Courtoisie, trop réactionnaire à son goût. Il enseigne au CELSA et à l'école des métiers de l'information. Bien qu'il ne soit ni agrégé ni docteur, il est nommé maître de conférences associé à l'université Paris 7. Il enseigne aussi à Paris 3. Il est présent à la radio RCJ, puis France Culture et parfois France Inter. Il figure sur la liste du Parti radical lors des élections municipales de Louviers en 1995 et il fut pendant 17 ans le secrétaire général de l'Institut Mendes France. Il est proche de Rudi Reichstadt, fondateur de l'Observatoire du conspirationnisme, alias Conspiracy Watch. Cet observatoire recevra 60 000 € au titre du fonds Marianne, créé par Marlène Schiappa. Pour finir, une citation dans la Croix du 4 août 2020. Je cite « À mon échelle, je pilote, avec l'Observatoire du conspirationnisme, l'opération Stop Hate Money, qui vise à assécher les finances des promoteurs de haine en ligne, y compris les entreprises. Je m'occupe aussi du projet Riposte, qui agit sur les publicités des moteurs de recherche. Quand un complotiste tape un contenu haineux dans la barre de recherche, on fait en sorte que les premières réponses renvoient vers des contenus pédagogiques. » Fin de citation. On peut imaginer des contenus pédagogiques de l'Observatoire du conspirationnisme financé par le fonds Marianne. Que dire de plus ? La boucle est bouclée. Merci Tristan.